Donc, je vais terminer avec Georges Chapoutier. Même chose aussi, on m'a dit qu'on attendait aussi la contribution de Georges, donc il fait aussi partie de la SFZ. Alors, je vais peut-être... alors, il faudrait que j'arrive à remettre en épingle. Euh, je vais tenter remettre l'épingle, voilà. Et je vais donc chercher la vidéo de Georges Chapoutier. Donc Georges Chapoutier est docteur en biologie et en philosophie, directeur de recherche émérite au CNRS. Et je dirais qu'il va presque intervenir à titre de conclusion, puisque son intervention est sous forme de question. L'animalité protégera-t-elle l'homme de la robotisation? Alors, je vais lancer la vidéo. Bonjour à tous. Pardon d'abord de ne pas être présent parmi vous physiquement aujourd'hui suite à des problèmes de santé graves. Vous avez ici sur cette diapositive ce dont je voudrais vous parler, qui est un thème un petit peu iconoclaste, qui est comment protéger l'homme, en quelque sorte, par l'animalité, le protéger de la robotisation. Alors bien sûr, c'est un peu iconoclaste, mais je vais m'en expliquer dans les minutes qui suivent. La diapositive suivante vous présente ce dont on va parler. On va notamment décrire les rapports que l'homme a eus avec l'animal à travers les civilisations. Vous verrez qu'ils sont assez variés. Comment l'aspect moderne de l'animal nous fait appel au concept de douleur et d'émotion qui sont particuliers à certains animaux. Et enfin, comment ceci se place par rapport au progrès de la robotisation. D'où ma conclusion que, en s'inspirant de l'animal, on pourrait amener à sauver une partie de l'être humain. La diapositive suivante vous signale que depuis les débuts de son histoire, et même auparavant, durant la préhistoire, l'homme a cherché à se situer par rapport aux autres êtres vivants qui peuplent avec lui la Terre. Les animaux notamment, mobiles et souvent dotés d'intelligence, ont particulièrement attiré son attention. Mais plus récemment, sont apparues d'autres créatures complexes, créées par l'homme lui-même, et parfois mobiles, et souvent dotées de formes d'intelligence remarquables, les robots. Depuis le philosophe Descartes, qui a beaucoup influencé de la pensée occidentale, on le reverra tout à l'heure, la tentation a été grande de rapprocher les robots des animaux. Qu'en est-il de nos jours? On va voir déjà qu'au cours de l'histoire, les rapports de l'homme et de l'animal ont eu des statuts extrêmement variés. Au fond, il y a trois grandes conceptions qui ont éclairé cette relation. L'animal humanisé, l'animal objet et l'animal sensible, qui est la conception moderne. Je voudrais vous en dire quelques mots. L'animal humanisé a été la conception la plus répandue dans les civilisations. En Occident, il se manifeste par exemple par les procès d'animaux. Depuis le Moyen Âge jusqu'au XVIIIe siècle, lorsqu'un taureau avait tué un homme ou blessé un homme, il était jugé dans un tribunal, devant un tribunal et éventuellement condamné à être pendu s'il était jugé coupable. Euh, il y a même eu un moment un procès des rats. Il y a une personne qui avait attaqué les rats au Moyen Âge parce qu'ils transmettaient la peste et qui avait proposé des excommunier. Il y a eu tout un procès qu'on connaît grâce à l'avocat des rats qui s'appelait Barthélemy Chassanet, qui a raconté son histoire et comment, grâce à sa plaidoirie, il avait préservé ses petits clients d'une injuste peine. L'animal humanisé est souvent proche de l'animal divinisé, qui est aussi très commun dans beaucoup de civilisations. Dans l'Égypte antique que vous connaissez, on voit des dieux animaux, moitié hommes, moitié animaux. Dans l'hindouisme moderne, par exemple, le dieu Ganesh, qui est un dieu éléphant, est le dieu des marchands et des voyageurs. Dans la Grèce antique, le dieu Pan a des pattes de bouc. Et même les dieux majeurs, comme Zeus, n'hésitent pas à se transformer en vache, pardon, en taureau, excusez-moi, en taureau en l'occurrence, pour séduire des mortels, des femmes mortelles. Lié à cet aspect humanisé, divinisé, se situe la métempsychose. Dans beaucoup de civilisations, après la mort, l'âme est conçue comme se rendre dans un corps animal.
C'est le cas dans l'hindouisme moderne, par exemple, qui est très répandu en Asie, mais aussi dans la Grèce antique. Je rappelle habituellement que Pythagore et Platon étaient partisans de la métempsychose, que le grand philosophe Platon croyait dans la métempsychose. Vous voyez que c'est un thème extrêmement important dans les civilisations. La diapositive suivante vous montre une autre, une autre acception de l'animal qui est l'animal objet. Alors là, a priori, c'est le contraire. C'est l'animal pris comme un objet. En fait, c'est souvent associé à l'animal humanisé, puisque dans beaucoup de civilisations, l'homme lui-même, l'esclave, mais même la femme ou l'enfant, étaient considérés comme des objets. En Occident, cette philosophie a trouvé son apogée dans le dualisme cartésien. Celui-ci distingue le corps, animal comme humain, qui est un objet, qui est un système matériel. Et ceci dit, c'est très important parce que Descartes fonde la biologie. En disant qu'on peut analyser le corps matériel, il fonde finalement la biologie moderne. Mais il ne s'arrête pas là, Descartes. Il dit, outre son corps que possède l'animal, mais que l'homme possède aussi, l'homme possède en plus une âme qui lui vient de Dieu et qui le sépare de l'animal. C'est le dualisme cartésien de l'âme et du corps. L'animal n'ayant pas d'âme devient un simple objet. En fait, Descartes n'a pas beaucoup insisté sur ce point. C'est surtout son élève, Malebranche, qui a, comme souvent, caricaturé la pensée du maître, et c'est lui qui est le vrai auteur de l'animal-objet. C'est lui, Malebranche, qui battait des chiens, et quand la pauvre bête aboyait, disait, regardez, c'est comme une horloge qui sonne l'heure. Cette conception est restée très dominante en Occident. On est très marqué par cette conception de l'animal-objet, même aujourd'hui. Et par exemple, je donne deux exemples. La fièvre afteuse, c'est une maladie qui se transmet dans les troupeaux, mais qui ne se transmet pas à l'homme. Et vous avez vu que quand il y a de la fièvre afteuse, on tue le troupeau et on fait ces montagnes de cadavres dont vous avez dû voir les photos. Et on dit, ça coûte moins cher de les tuer que de les vacciner. Dans les laboratoires aussi, je ne veux pas donner trop d'exemples, mais moi j'ai vu des quantités d'animaux traités finalement comme des objets aptes à produire une thèse, mais dont on ne se souciait pas beaucoup de la douleur ou de la souffrance, qui va constituer notre approche maintenant. Les progrès de la biologie ont en effet montré, contrairement à ce qu'avait pensé Descartes, c'est un petit peu paradoxal, Descartes a voulu rapprocher en quelque sorte le corps animal et le corps humain, mais couper l'animal de l'homme par l'âme. Si on abandonne la notion d'âme, qui est une notion métaphysique, et qu'on analyse le fonctionnement de l'animal sur un plan strictement biologique, on voit qu'il fonctionne comme nous, qui nous ressemblent beaucoup, notamment les animaux dits entre guillemets supérieurs, notamment les vertébrés. Nous sommes des animaux, comme le montre d'ailleurs les thèses de l'évolution, et notamment celle de Darwin. Ce qui est important dans cette particularité de l'animal qui fonctionne comme nous, c'est la sensibilité nerveuse. L'animal est un être doué de sensibilité nerveuse. Quand on dit souvent l'animal est un être sensible, il faut bien préciser ce point-là. Une pellicule photo ou même une plante sont des êtres sensibles à la lumière. Ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Il s'agit ici d'une sensibilité nerveuse qui peut, dans certains cas, amener à la douleur et à la souffrance. Alors, il y a différents groupes d'animaux. Il y a certains animaux qui sont dépourvus de cette sensibilité nerveuse, comme les éponges, qui se comportent à ce titre comme des végétaux. Certains animaux sont pourvus d'une conscience, sont capables d'avoir conscience de leur environnement. Et ces animaux-là, chez ces animaux-là, il y a une conception de la douleur ou de la souffrance qu'on appelle la sentience. Et finalement, c'est à ces animaux-là qu'on va surtout s'adresser quand on veut parler de phénomènes de douleur ou même d'émotion. Il y a beaucoup d'animaux qui ne sont pas sentients, qui sont la majorité des invertébrés. On parle alors de nociception. Ils sont capables de réagir à une chaleur, par exemple, qui menace leur corps, mais ils n'ont pas la conscience de ce qui leur arrive. C'est probablement la majorité des invertébrés. Et puis alors, y a les sentients, donc les vertébrés, les mollusques céphalopodes, comme les pieuvres, qui sont très clairement sentients. Et puis il y a des animaux plus ambigus, qui sont à l'étude. Est-ce qu'ils sont vraiment sentients? Certains crustacés, certains insectes comme les abeilles. Et donc, ces animaux devraient en quelque sorte avoir le bénéfice du doute. Alors, outre cette notion de douleur, la douleur mène à ce qu'on a pu appeler l'émotion. On a vu que la douleur se distinguait de la simple nociception, car elle fait appel non seulement à l'expérience sensorielle désagréable, mais aussi à des émotions, qui peuvent être négatives, comme la colère ou la peur, ou positives, comme le plaisir, ou d'autres, le rire par exemple. Je cite ici le rire qui manifeste chez un certain nombre d'espèces, l'homme bien sûr, les singes qui rient comme nous,
Le chien qui a un rictus qui ressemble beaucoup au rire quand il est heureux. Et puis, Panksepp a montré récemment le rire chez les rats, par exemple. Les rats, ils rigolent beaucoup, pas comme nous. C'est dans les ultrasons, il faut mettre un microphone pour le voir. Mais quand on chatouille un rat, il rigole, il rigole, il rigole. Les jeunes ratons qui rigolent plus sont préférés comme camarades de jeu. Et il y a toute une étude sur le rire chez les rats, qui fait appel évidemment, à un vécu subjectif. En ce qui concerne les phénomènes d'émotion, il est assez aisé de les mettre en évidence chez les animaux qui nous ressemblent, notamment les animaux vertébrés, depuis les poissons jusqu'aux oiseaux et aux mammifères. En effet, ces animaux ont le même système anatomique que nous, le système dont on sait qu'ils gèrent les émotions. On l'appelle le système limbique. La question est plus délicate pour d'autres animaux qui ne sont pas de ce groupe-là. La question, par exemple, des émotions chez les pieuvres est encore à l'étude. On se demande si les changements de couleur chez la pieuvre sont vraiment un signe d'émotion. Alors, chez les vertébrés, il y a des quantités d'exemples d'émotions ou des observations éthologiques dans la nature, des bonobos, des jeunes bonobos qui font volter, qui essaient de faire voler un oisillon tombé du nid, une lionne qui adopte une gazelle, etc. Les exemples abondent. Et puis, il y a des exemples de laboratoire, chez les rats ou chez les singes. Si, par exemple, vous avez un rat ou un singe qui est affamé et il peut appuyer sur une pédale pour obtenir de la nourriture, s'il s'aperçoit que son appui non seulement lui donne de la nourriture, mais donne un choc électrique à un congénère, il va réduire son taux d'appui, comme s'il était sensible au fait qu'il ne faut pas faire souffrir le congénère à côté. Alors, ça mène de toute une étude que je ne vais pas faire ici, mais qu'on trouve chez ces animaux vertébrés, de l'empathie, de l'attachement, dont on connaît les processus physiologiques. L'attachement est lié à une hormone qui s'appelle l'ocytocine, qui se déclenche, enfin, qui se développe chaque fois qu'il y a un attachement entre deux entités, un enfant à sa mère, la mère à son enfant, deux personnes, il y a des décharges d'ocytocine. Et puis, d'autre part, on a mis en évidence des neurones miroirs, qui sont des neurones qui se déclenchent quand je fais une action, mais aussi quand je vois un autre partenaire, un congénère, faire la même action. Donc, ce sont des neurones qui sont un petit peu des neurones de l'empathie aussi. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais ce sont des phénomènes bien connus. Alors, à côté de ce développement biologique, on assiste évidemment à un progrès de la robotisation à côté. Depuis les automates et calculateurs rudimentaires créés au XVIIe siècle par Pascal et quelques autres, la robotisation a fait, grâce à l'informatique, des progrès absolument considérables que vous connaissez tous. Les robots sont partout. Nos ordinateurs, bien sûr, mais aussi les machines de chantier, le contrôle des avions, des fusées, des voitures, des dispositifs médicaux. On peut faire des opérations grâce à eux, des jouets. Il y a des traductions. Il y a des robots qui traduisent l'écriture. Leur faire écrire des textes, etc., etc., etc. Partout est posée la question de l'intelligence artificielle. Souvent même, ces robots ont, sur le plan de la gestion des actes, une meilleure fiabilité que la gestion humaine. Ça se voit pour les avions, par exemple. Les pannes sont souvent plus dues à la gestion humaine qu'à la gestion informatique. Alors, l'homme est-il dépassé par le robot? Alors, pour revenir à l'homme, je voudrais souligner une caractéristique de l'espèce humaine que l'on souligne souvent, qui est sa violence. L'homme est un animal, malheureusement, qui, sur le plan de son comportement moral, mérite beaucoup d'amélioration. Tout le monde sait que l'espèce humaine a commis au cours de l'histoire des guerres, des atrocités, des viols, des crimes, etc., etc. On n'est pas une très belle espèce sur le plan de morale, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Alors, la thèse que je défends, c'est qu'en retrouvant l'empathie animale, là, qui est sentient, qui est en nous, hein, je formule retrouver le saint qui est en nous. Il y a des saints dans l'humanité, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi Hitler, Pol Pot et quelques autres. En d'autres termes, cette empathie animale, elle est en nous. Il ne s'agit pas de renoncer à nos privilèges d'espèce humaine. Il ne s'agit pas de nous retransformer en bonobo ou en chimpanzé. Il faut retrouver en nous une empathie animale qu'on a tendance à perdre, qu'on n'éduque pas assez. Prendre davantage pour modèle l'empathie animale qui est en nous, la développer, nous permettrait peut-être d'avoir une meilleure civilisation. Développer le bien, ça revient à ça. Alors, bien sûr, ça renvoie à l'éducation. L'animal qui a souvent été perçu comme repoussoir de l'homme, un automate pour les cartésiens, il viendrait ainsi un peu un modèle sur le plan moral. Il serait propre à sauver l'homme de sa violence, d'une violence qu'il perd en tant que civilisation. Finalement, donc, après avoir été perçu comme un concurrent ou un adversaire de l'homme, dans beaucoup de civilisations, l'animal pourrait, si vous suivez mon argument, à certains égards et avec les réserves que j'ai formulées, qu'il ne s'agit pas de retrouver totalement l'animalité, lui servir de modèle. Voilà la question de fond que je voudrais vous soumettre.
avec une question fondamentale qui lui est liée, sur laquelle j'aimerais ouvrir le débat pour terminer. J'ai opposé l'animal doué d'émotion, d'empathie, et le robot qui n'en a pas, en disant que l'homme aurait intérêt à se rapprocher de l'empathie animale. Est-ce que ça peut être le cas dans le futur à long terme? En d'autres termes, pourra-t-on un jour construire, l'homme pourra-t-il un jour construire des robots émotionnels qui auraient les aptitudes des animaux? Et là, à ce moment-là, la question se reposerait. Je pense que ce n'est pas exclu, mais en tout cas, c'est à très très long terme. Ce n'est pas pour tout de suite. Et cette question-là, à mon avis, n'est pas dissociable d'une autre question, qui est aussi à très long terme, qui est que si on veut créer des robots émotionnels ayant les aptitudes des animaux, c'est pas dissociable de la question, l'homme pourra-t-il fabriquer des animaux? Hein, vous voyez que vous imaginez qu'on ne peut pas fabriquer un chat, ni même une bactérie d'aujourd'hui. Donc, c'est cette question-là, de savoir si on peut induire de l'émotion en, en, créant des êtres, des robots qui participeraient des aptitudes animales, à mon avis, c'est une question de science-fiction pour le très long terme. Mais encore fallait-il la poser. Je vous remercie de votre attention.